placer les annotations? AutoCAD possède deux zones de travail. L'espace objet, dans lequel vous réalisez vos dessins, et les présentations dans lesquelles vous mettez en page des vues de ce dessin. Lorsqu'un dessinateur attaque l'habillage, il n'a pas de problème pour les hachures. Elles ne peuvent être placées que là où les contours sont placés, c'est-à-dire dans l'espace objet. Mais pour les annotations, c'est-à-dire les textes et la cotation, il peut très bien les placer dans l'espace objet ou dans les présentations. Que choisir? L'avantage de placer les annotations dans l'espace objet est de pouvoir réutiliser ces annotations autant de fois que nécessaire dans les présentations. L'inconvénient, si le jeu d'annotation est même légèrement différent, il faudra en faire un autre sur un autre calque. Et si jamais la présentation est composée, comme ici, de plusieurs fenêtres avec des échelles différentes, les textes des annotations n'auront pas les mêmes tailles, ce qui n'est évidemment pas conforme au dessin technique. Si vous placez les annotations directement sur les présentations, l'inconvénient est que lorsque vous avez besoin des mêmes annotations, il faudra les refaire intégralement. Ou pas. Cependant, si vous avez comme ici des annotations à mettre sur des vues avec des échelles différentes, aucun souci, tous les textes font la même taille. En fait, tout va dépendre de plusieurs paramètres. Si le jeu d'annotation n'est valable que pour une présentation, ce qui est la majorité du temps le cas, il est préférable de le placer dans la présentation adéquate. Si un jeu d'annotation doit figurer sur plusieurs présentations, cela va dépendre. Si les présentations sont au même format, il est préférable de placer le jeu d'annotation sur une présentation, puis de dupliquer celle-ci. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Si les présentations sont différentes, comme par exemple un format de papier différent, alors il est préférable de placer les jeux d'annotation dans l'espace objet. Et vous pouvez aussi utiliser les objets annotatifs, qui sont expliqués en détail dans un autre cours et qui peuvent se redimensionner en fonction d'un certain nombre de réglages. Et un tableau, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, il est préférable de placer un tableau directement dans une présentation. Mais le plus important dans votre choix, c'est l'efficacité de la solution que vous adopterez. Pour commencer, je vais présenter le texte simple ligne ou une seule ligne. Vous le trouvez donc derrière le bouton dépliant texte, une seule ligne ou multiligne, et là, c'est le une seule ligne qui nous intéresse. Lorsque vous cliquez sur cette fonction, la première chose qu'AutoCAD vous demande, c'est d'indiquer le point de départ du texte. Et si vous regardez bien dans la zone de commande, il y a deux options possibles. Justifier et style. On évoquera le style plus tard. Et justifier, c'est une mauvaise traduction, on devrait voir le mot alignement à la place. Vous cliquez sur justifier et vous allez trouver tous les alignements possibles qu'autorise AutoCAD. Ce sont des alignements horizontaux et ou verticaux. Si par exemple je prends milieu-centre, AutoCAD alignera le texte au milieu au centre. Cela veut dire que si je choisis milieu-centre et si je clique quelque part, c'est ce point-là qui sera le point de base de mon texte. Et surtout, comme c'est milieu-centre, ce point restera au milieu du texte. Ensuite, il va me demander la hauteur du texte en unité du dessin. Ici, il me propose 2,5, c'est la taille par défaut. Si je veux 3, je tape 3. Je valide avec entrée. Puis, je spécifie l'angle de rotation du texte. 0, cela veut dire que j'aurai un texte horizontal. Plus 90, j'aurai un texte vertical qui monte, moins 90 qui descend, et vous avez possibilité de mettre n'importe quel angle. Là, je vais faire un texte horizontal, je laisse le 0. Et ensuite, je n'ai plus qu'à saisir le texte.
Une fois que vous avez terminé de saisir votre texte, vous pouvez appuyer sur Entrée. Si vous appuyez sur Entrée, ce qui se passe, c'est que AutoCAD crée une nouvelle ligne. Attention, ce n'est pas un nouveau paragraphe, c'est une nouvelle ligne que je peux, là encore, compléter. Et je peux continuer autant que je veux. Quand je veux vraiment terminer, j'appuie une première fois, puis une deuxième fois sur Entrée. Cela va arrêter la fonction. Et si vous sélectionnez le texte, vous allez constater qu'il y a bien 2 lignes, et non pas une seule. Cela veut dire que j'ai bien 2 objets différents. D'ailleurs, si vous sélectionnez l'un d'eux, vous verrez qu'il y a 2 poignées. On a toujours la poignée qui se trouve en bas à gauche du texte sur la ligne de base, et vous avez la poignée qui est la poignée qui correspond à l'alignement que vous avez choisi. Ces 2 poignées vont permettre de déplacer le texte, comme vous le souhaitez. Et les 2 éléments sont bien indépendants l'un de l'autre. Si vous voulez modifier le contenu, vous double-cliquez sur le texte. Vous pouvez ensuite modifier le contenu. Si jamais vous voulez modifier la taille du texte, vous devez passer par la palette des propriétés. Vous tapez Prop et vous sélectionnez le ou les textes une seule ligne. Il va vous indiquer que ce sont des textes. Vous pouvez après aller dans la rubrique Texte. Index indique la saisie de texte. Comme ici, j'ai sélectionné les 2 textes, il m'est varié puisque les 2 saisies sont différentes. Le style, on le verra après. Justifier, donc c'est l'alignement du texte. Vous pouvez le modifier ici. La hauteur aussi. La rotation. Et donc, tous les paramètres du texte. Et pour le texte simple ligne, il n'y a que là que vous pouvez modifier ces paramètres. Si vous voulez appliquer une autre police, en gras ou pas, en italique ou pas, on passera par les styles. Mais ça, c'est pour plus tard. Le texte multiligne est le pendant moderne du texte simple ligne. C'est ce qu'on peut appeler une zone de texte. Vous la trouvez au même emplacement, il vous suffit de déplier le bouton pour choisir texte multiligne. Lorsque vous choisissez texte multiligne, au niveau du curseur, vous voyez ABC. Ces lettres apparaissent à la taille actuelle du texte multiligne. Vous ne pouvez pas le changer maintenant, mais ça vous permet de savoir si votre texte va être trop petit, trop gros ou juste comme il faut. Une fois que vous avez choisi texte multiligne, vous indiquez un premier point puis un deuxième point qui définissent la largeur du bloc de texte. Il ne tiendra pas compte de la hauteur. Dans AutoCAD, un bloc de texte fait toujours la hauteur idéale pour la taille de texte. Il ne peut pas être trop petit, il ne peut pas être trop grand. Donc, on ne s'occupe que de la largeur. Une fois que c'est fait, vous pouvez taper du texte. Un bloc de texte ou une zone de texte, comme vous le voulez, est un élément qui gère les paragraphes et qui permet tout un tas de possibilités. En fait, toutes ces possibilités apparaissent dans l'onglet éditeur de texte, qui est un onglet contextuel qui n'apparaît que quand on utilise le texte multiligne. Vous pouvez donc y changer après avoir sélectionné un bout de texte. La police, la taille, ajouter du gras, de l'italique, etc. Vous pouvez modifier l'alignement du texte horizontalement et verticalement, ajouter des puces, ajouter un mode colonne, ajouter, plus intéressant, des symboles, comme les symboles de degré, plus ou moins, diamètre, et tout un tas d'autres symboles qui sont très utiles en dessin technique. On peut aussi y ajouter des champs. Il y a une vérification d'orthographe. Alors, ça permet de corriger les fautes les plus grossières, mais il ne faut pas trop lui en demander.
et on peut même effectuer des recherches et des remplacements. Le texte multiligne, c'est donc un texte qui ressemble étrangement aux zones de texte dans Word ou dans tout autre logiciel. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ça offre beaucoup de possibilités. On peut même considérer qu'un texte multiligne dans AutoCAD, c'est l'équivalent d'un mini-Word avec presque toutes les possibilités de Word. Il y a quand même une limite. Dans un bloc de texte, vous ne pouvez affecter qu'un seul style de texte. Si vous voulez plusieurs styles différents, il faudra tricher et sélectionner chaque bout de texte pour effectuer des modifications. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Fermer l'éditeur de texte. Vous avez un texte ici que vous pouvez déplacer avec la poignée qui correspond à l'alignement que vous avez choisi. Vous avez une autre poignée qui permet d'agrandir ou de rétrécir la taille du bloc de texte. Et une troisième poignée qui vous permet, si c'est possible, d'agrandir le bloc de texte, mais comme vous pouvez le constater, vous ne pouvez pas le diminuer pour faire disparaître le texte. Le texte sera obligatoirement toujours apparent. Si vous voulez modifier l'esthétique des textes dans AutoCAD, vous êtes obligé de passer par les styles de texte. Pour accéder aux styles de texte dans AutoCAD, vous allez dans l'onglet Annoter, dans la rubrique Texte, et au même niveau que le texte Texte, vous allez trouver une petite flèche. Cette petite flèche permet d'accéder au style de texte. Vous trouverez d'ailleurs la même chose pour les cotes, et pour les lignes de repère, et pour les tableaux. Je clique sur Style de texte, et je vais trouver dans la boîte de dialogue Style de texte, d'abord la liste des styles disponibles. Vous pouvez constater ici qu'il n'y en a que deux qui sont annotatifs et standards, qui sont les deux styles par défaut. Et en fait, pour le reste, pas grand-chose. Si vous connaissez les styles dans Word ou d'autres logiciels équivalents, il y a des centaines de paramètres, alors qu'ici, il n'y en a que quelques-uns. Pour créer un nouveau style, c'est très simple. D'abord, vous cliquez sur le bouton Nouveau en vérifiant bien que vous choisissez Standard. Ensuite, vous lui donnez un nom, que ce soit le nom de la police que vous allez utiliser ou autre chose, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais l'appeler Verdana, puisque je vais utiliser la police Verdana. Ensuite, je vais choisir la police, je déplie la liste, j'appuie sur la première lettre de la police qui m'intéresse. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans mon choix de police. Et pour qu'on le voit mieux à l'écran, je vais choisir de l'italique. En général, en dessin technique, on n'utilise ni italique ni gras. Mais pour qu'on le voit mieux ici, je prends l'italique. Dans Taille, ne cochez pas annotatif. Et dans Hauteur, eh bien, la hauteur, ça va dépendre de plusieurs choses. Premièrement, si votre style de texte va être utilisé uniquement dans l'espace objet ou dans un style de cote, un style de ligne de repère multiple ou un style de tableau, la hauteur doit rester à 0, de manière à pouvoir après ajuster la taille en fonction du contexte. Si par contre vous faites un style de texte pour du texte qui sera exclusivement placé sur l'espace papier, dans ce cas-là, dans Hauteur, vous indiquez la hauteur que vous voulez donner au texte en millimètres. C'est-à-dire que si vous voulez un texte pour des annotations qui font l'équivalent d'un 12 points dans Word, vous taperez 3,6. Ça correspond à du 12 points. Mais uniquement si c'est pour une utilisation sur l'espace papier. Autrement, vous laissez 0. Ensuite, vous trouvez les effets renversés, reflétés, facteurs de largeur et angle oblique. Tout un tas d'effets qu'il est préférable d'éviter d'utiliser. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Définir courant pour que ça devienne le style par défaut et appliquer si vous voulez l'appliquer à quelque chose qui est déjà sélectionné. Je vais choisir Définir courant
il va me dire que le style a été modifié, puisque quand j'ai créé le style, il a fait au départ une copie du style standard. Comme j'ai changé la police et le style de police, il considère que ce sont des changements. J'appuie sur oui, je fais fermer, et maintenant je vais appliquer mon style. Pour appliquer un style, c'est très simple. Vous sélectionnez un bloc de texte, si c'est un texte multiligne que vous voulez modifier, puis dans la liste des styles de texte, vous allez choisir votre style, et c'est fait. Et si ce sont des textes simples lignes, c'est la même chose, vous les sélectionnez, et vous allez choisir votre style de texte. On ne peut pas faire plus simple. Il est bien évident que si vous modifiez le style de texte, tous les textes que vous avez mis en forme avec seront aussi modifiés. Nous allons maintenant voir comment mettre en place des cotes. Pour cela, il existe plusieurs outils. Ils se trouvent tous dans l'onglet Annoter, dans la rubrique Cotes. Et dans cette rubrique Cotes, vous allez trouver l'outil Cotes automatique et la liste des outils de cotes. Cotes automatique est un outil qui peut être pratique dans certains cas. Vous cliquez dessus, vous pointez un objet, si c'est le bon et s'il vous offre la bonne cote, vous cliquez sur l'objet et vous placez la cote. Rien de plus simple. Mais voilà, cet outil ne devine pas tout. Si vous prenez quelque chose qui est constitué de plusieurs lignes et que vous voulez coter l'ensemble, cela ne marche pas. Vous êtes dans ce cas-là obligé de cliquer sur le premier point et le dernier point avant de le mettre en place. Ce qui ne vous offrira pas forcément les cotes que vous souhaitez. Il est donc préférable de choisir les cotes linéaires ou alignées ou angulaires, etc. Si vous choisissez les cotes linéaires, ce sont des cotes qui suivent les directions des axes X ou Y. Je clique sur linéaire, et pour mettre en place une cote linéaire, je clique sur le premier point, puis sur le deuxième point, et je vais ensuite placer la cote où bon me semble. Si j'en ai plusieurs à mettre en place, comme par exemple ici, je peux mettre en place la première. Si je veux après des cotes relatives, je vais choisir le bouton « Continuer » qui va me permettre de créer des cotes qui vont être les unes à côté des autres. Si jamais je veux des cotes un peu plus précises, dans ce cas-là, je prendrai linéaire, je mets en place, comme tout à l'heure, la première cote. Mais pour les autres cotes, à la place de continuer, je clique sur le bouton déroulant et je choisis ligne de base. Cela me permettra d'avoir des cotes absolues. Elles sont toutes définies par rapport à la même origine. Évidemment, ce genre de cotation est valable en mécanique et absolument pas en bâtiment. Mais cela peut être intéressant. Vous pouvez aussi mettre en place des cotes alignées. Dans ce cas-là, la direction de la cote dépend des deux points que vous mettez en place au départ. Et évidemment, si vous mettez en place une cotation alignée, il vous faudra l'associer à un angle. Vous choisissez angulaire, vous indiquez les deux lignes qui forment l'angle et vous mettez l'angle en place. Vous pouvez aussi faire de la cotation de rayon. Si le rayon n'apparaît pas au bon endroit, vous le sélectionnez, vous prenez la poignée au niveau du rayon et vous le déplacez. Et si vous préférez une cotation de diamètre, vous cliquez sur diamètre, vous sélectionnez le cercle et vous mettez en place le diamètre. De même, s'il n'apparaît pas au bon endroit, vous prenez la poignée et vous le placez où bon vous semble, de manière à avoir quelque chose de plus lisible. S'il vous faut une cotation de longueur d'arc, vous allez dans longueur d'arc, vous pointez l'arc et vous mettez en place la cote de longueur d'arc.
et nous avons fait le tour des principaux types de cotes. Si par le plus pur des hasards, des cotes se croisent, ce qui peut arriver, par exemple, si je cote comme ceci et comme cela, eh bien, les lignes d'attache des deux cotes se croisent, ce qui est interdit. Je vais pouvoir indiquer, grâce au bouton coupure, que cette ligne d'attache va être coupée par toute autre ligne d'attache qui la traverse. Et là, on a quelque chose de conforme. Si par le plus pur des hasards, vous vous rendez compte qu'une cote n'est pas bonne, normalement, vous devez impérativement corriger votre dessin. Mais sait-on jamais? Vous pouvez double-cliquer sur une cote, supprimer le texte de la cote et saisir une autre valeur. Mais dans ce cas-là, le dessin ne peut plus être cutché. Vous devez indiquer que cette cote a été forcée. Et pour cela, vous allez utiliser l'icône qui se trouve ici. Cote linéaire raccourcie, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur la ligne de cote. Vous indiquez l'emplacement où vous voulez que l'icône apparaisse. Et voilà cette icône. En général, on fait cette opération quand on a une pièce coupée et qu'on veut la taille totale de la pièce. Il est toujours mal vu et dangereux de forcer une cote comme je viens de le faire. C'est pour cela que l'on va, dans ce cas-là, indiquer que la cote a été forcée. Vous avez fini de mettre en place la cotation, mais elle ne vous convient pas tout à fait. Elle est trop petite ou trop grande. Les éléments ne sont pas tout à fait au bon endroit. Les lignes d'attache sont trop petites, trop grandes. Il y a beaucoup de choses qui ne vous conviennent pas. Vous allez pouvoir créer un style de cote. Puis après, vous pourrez l'appliquer. Dans ce dessin, le style de cote utilisé, c'est le style de cote par défaut ISO 25. Et il ne convient pas. On va donc créer un nouveau style de cote. Je choisis ISO 25, je fais Nouveau, et je vais donc créer un style de cote que je vais appeler cote. Ce qui va nous permettre de découvrir les différentes options des styles de cote. Je ne vais pas commencer dans l'ordre. D'abord, je vais aller dans Unité principale, ce qui va me permettre de choisir le format des unités. On restera ici en décimale. Et la précision pour les longueurs. Ici 2 chiffres après la virgule, ce qui est raisonnable. Pareil pour les cotes angulaires, je peux choisir le format des unités. Et surtout la précision, ici je vais mettre un chiffre après la virgule. Mais je vais aussi indiquer que je ne veux pas les zéros de fin si ils ne sont pas significatifs. Unité alternative vous permet, si vous le cochez, d'afficher et l'unité de base de votre dessin et une unité différente que vous allez pouvoir indiquer par un coefficient multiplicateur. Ça peut être intéressant si vous voulez un dessin qui soit coté et en système métrique et en pouces. Mais c'est plutôt rare et c'est très peu lisible. En général, on ne l'utilisera pas. Et tolérance, c'est un paramétrage spécifique à la mécanique. Le seul problème, c'est que quand vous allez définir des tolérances, elles seront les mêmes pour toutes les cotes. Or, en mécanique, on définit les tolérances une par une. Ce qui veut dire qu'on n'utilisera en général jamais tolérance. Passons maintenant à ligne. Dans ligne, vous allez pouvoir définir pour la ligne de cote, cette ligne-là, couleur, type de ligne et épaisseur de ligne. En général, on mettra plutôt du calque que du bloc. Vous pouvez définir l'espacement entre les lignes de base quand vous avez une cotation empilée. Par défaut, cet espacement est un peu juste, on pourra l'agrandir. Faites attention, toutes les dimensions que vous voyez
sont calculées par rapport à une hauteur de texte de 2,5. Donc, en général, on va calculer proportionnellement par rapport aux 2,5. On verra après qu'il y a un système de facteur multiplicateur qui permettra d'agrandir toute la cotation en une seule fois. Je peux aussi demander à supprimer la ligne de cote par moitié. Évidemment, si je coche les deux, je la supprime complètement. Et il en est de même pour la ligne d'attache, que je vais passer là encore en du calque. Je peux là encore supprimer les lignes d'attache d'un côté et ou de l'autre côté, en fonction des besoins. Étendre au-delà les lignes de cote, c'est le petit espace de dépassement entre la ligne de cote et la fin de la ligne d'attache. Et le décalage de l'origine, c'est le petit espace qu'il y a entre le début de la ligne d'attache et l'objet coté. Si vous travaillez en bâtiment, vous cochez ligne d'attache de longueur fixe. Vous indiquez, en général, pour la longueur de la ligne d'attache, la même taille que le texte, par exemple ici 2,5, ce qui vous permettra d'avoir des lignes d'attache assez petites et qui n'essayent pas de toucher la pièce. Ce qui veut dire aussi qu'à ce moment-là, décalage de l'origine ne compte plus. Dans symboles et flèches, vous allez pouvoir choisir le type de symbole pour les flèches, que ce soit une flèche fermée ou pleine, un point, une marque architecturale, ce que vous voulez. Si vous choisissez quelque chose pour la première, automatiquement, elle sera aussi choisie pour la deuxième. Par contre, si vous choisissez quelque chose pour la deuxième, ça ne modifie pas la première, ce qui veut dire que vous pouvez avoir deux flèches différentes au début et à la fin de la cote. Ligne de repère ne sert plus à rien puisque maintenant les lignes de repère multiples ont leur propre style. Vous pouvez définir la taille de la flèche. De même, pour les marques de centre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il y a un outil spécifique maintenant pour les marques de centre. Et on peut passer au texte. Pour le texte, très important, il est préférable d'avoir défini votre propre style de texte. Par exemple ici, Arial. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, vous cliquez sur les trois petits points, ce qui ouvre la boîte de dialogue style de texte, vous pouvez créer ici votre style de texte. Pareil pour la couleur, du calque de préférence. La couleur de remplissage, on va l'éviter, on va laisser aucune. Et c'est là que vous avez la hauteur du texte. Comme toutes les dimensions sont calculées par rapport à cette hauteur de texte, on va éviter de la toucher, on va voir après comment faire pour l'ajuster. Et vous pouvez après indiquer la position du texte verticalement et horizontalement. Comme nous sommes en Europe, nous utilisons la norme ISO. Pour l'alignement du texte, vous choisissez norme ISO. Ensuite vient l'onglet Ajuster. Cet onglet Ajuster va vous permettre de définir comment AutoCAD doit placer la cotation quand il n'y a pas assez de place pour le faire. Il va d'abord vous demander dans les options d'ajustement s'il doit sortir les textes ou les flèches, ou juste les flèches, ou juste le texte, ou les deux obligatoirement. En général, il faut choisir texte et flèche. On va éviter absolument conserver le texte entre les lignes d'attache, ce qui va rendre les cotes qui sont mises dans un espace trop petit absolument illisibles. Et on va éviter de supprimer les flèches si elles dépassent le cadre des lignes d'attache, sauf dans certains cas, c'est à vous de voir. Dans position du texte, toujours pareil, si le texte ne peut pas tenir entre les lignes d'attache, on peut demander à ce que ce soit à côté de la ligne de cote. Rien ne vous empêchera à la main par la suite de le déplacer. On peut aussi le demander à ce qu'il soit au-dessus de la ligne de cote avec une ligne de repère. C'est assez moche, mais ça reste lisible. Et au-dessus de la ligne de cote, mais sans ligne de repère. C'est peut-être moins moche. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver, si vous avez plusieurs cotes qui n'ont pas assez d'espace, les unes à côté des autres, vous allez vous retrouver avec des valeurs et vous ne saurez pas forcément à quoi elles correspondent.
c'est un réglage à éviter. Ensuite, dans échelle des objets de cote, par défaut, il est marqué utiliser l'échelle générale de 1. On va voir ce que ça donne. Mais il y a des chances que ce soit un peu petit par rapport à ce que l'on veut. Sinon, si la cotation dans son ensemble est trop petite ou trop grande, on pourra modifier ce facteur d'échelle. Dans Ajustement, il vous propose de placer le texte manuellement, alors que par défaut il est placé au centre automatiquement. Et il vous demande si vous voulez tracer la ligne de cote entre les lignes d'attache. Si vous décochez, il n'y a plus de ligne de cote entre les lignes d'attache. Une fois que vous avez fini de paramétrer votre style de cote, vous validez avec OK. Puis, vous pouvez définir ce style de cote comme courant et fermer. Ce qui fait que pour les nouvelles cotes, AutoCAD utilisera ce nouveau style. Mais pour les anciennes, eh bien, il va continuer à les afficher avec l'ancien style. Si je sélectionne une cote, je vais voir qu'il utilise ISO 25. Je veux changer de style de cote, je vais donc ici sélectionner différents types de cotes. Rayon, longueur et angle. J'effectue un clic droit, je choisis sélectionner similaire, ce qui va me permettre de sélectionner normalement toutes les cotes. Et là, je vais changer le style dans la liste des styles et choisir celui que je viens de créer. C'est mieux, mais comme vous pouvez le constater, ça me paraît un petit peu petit. Imaginons que l'on veuille faire un 2 fois plus grand. Je vais rééditer mon style de cote. Je clique sur le bouton Cote style de cote. Cote, je fais Modifier. Et là, je vais aller dans Ajuster et dans Utiliser l'échelle générale de, je vais mettre par exemple 2. Ce sera sûrement trop grand, mais cela vous permettra de voir ce que ça donne. Je ferme et automatiquement, il a agrandi les cotes à 2. Comme je vous l'avais dit, c'est beaucoup trop grand. Il faudrait quelque chose d'un peu plus petit pour obtenir des cotes plus attrayantes et plus adéquates par rapport au plan. Je retourne dans mon style de cote, je fais une modification. Toujours dans Ajuster, je vais mettre par exemple 1,2, un peu plus grand que tout à l'heure, mais pas trop. Car il ne faut pas oublier que les cotations doivent être parfaitement lisibles, mais qu'elles ne doivent pas occulter le dessin. Imaginons maintenant que l'on veuille, pour les rayons, une modification, mais qui ne concerne que les rayons. J'aimerais bien que la flèche des rayons s'arrête au contour du cercle et n'aille pas jusqu'au centre. Pour cela, je vais effectuer un sous-style de cote. Ce sous-style, je vais le créer de cette manière. Je vais rééditer mon style de cote, sauf que, au lieu d'appuyer sur Modifier, je vérifie que mon style de cote est sélectionné et je fais Nouveau. Mais, je ne mets pas un nouveau nom. Dans Utilisation, je vais choisir non pas toutes les cotes, mais cote de rayon. Vous voyez, vous avez d'autres choix possibles. Je choisis cote de rayon et continuer. Et là, la petite modification que je vais faire, qui ne va toucher que les cotes de rayon, c'est dans Ajuster, je vais décocher Tracer ligne de cote entre les lignes d'attache. Ce qui fait qu'il va enlever le petit bout de trait qui relie la flèche avec le centre du cercle. Je valide, je ferme et maintenant, pour tous les rayons, ceux qui sont présents ou ceux que je pourrais ajouter, vous aurez ce type de flèche-là et rien d'autre. Mais, pour toutes les autres cotes, je garde la ligne de cote entre les lignes d'attache. Les lignes de repères multiples vont vous permettre d'indiquer des informations complémentaires par rapport à un objet, par rapport à une arête, par rapport à une face. En général, quand on met en place des lignes de repères multiples, on va activer un accrochage qui s'appelle l'accrochage proche, ou le plus proche. On l'enlèvera
quand on en aura fini avec les lignes de repères multiples. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir mettre en place une première ligne de repères multiples. Je clique dessus, je pointe l'élément qui m'intéresse et vous pouvez constater que je peux m'accrocher n'importe où sur un objet dessiné grâce à l'accrochage le plus proche. Ce qui veut dire que je peux faire commencer ma flèche où je veux. Je clique, j'indique le début du texte et je vais pouvoir saisir un texte. Et j'ai fait une première ligne de repères multiples. Je peux en ajouter d'autres. Je peux évidemment les déplacer si nécessaire. Je peux aussi déplacer le texte. Vous verrez qu'il va changer d'orientation automatiquement. Mais ce n'est pas tout. Si les lignes de repères multiples s'appellent multiples, c'est que par rapport à une même ligne de repère, je peux en ajouter. Je viens ici sur le bouton « Ajouter une ligne de repère ». Je sélectionne la ligne de repère à laquelle j'ai ajouté une branche et je vais venir ici ajouter une branche, puis une autre, etc. Ce qui fait qu'à partir d'une ligne de repère multiple, je peux avoir tout un tas de flèches qui indiquent différents objets. Si l'une d'elles est de trop, je peux, avec le bouton qui est juste en dessous, supprimer une ligne de repère, sélectionner d'abord la ligne de repère multiple, puis sélectionner la branche en trop. Et je valide. Autre possibilité quand vous avez beaucoup de lignes de repères multiples que vous avez au départ mises un peu n'importe comment. Et que vous voulez que toutes vos lignes de repères multiples soient alignées. D'abord, vous allez cliquer sur le bouton « Aligner ». Puis vous allez sélectionner toutes les lignes de repères multiples à aligner. Vous validez. Vous allez indiquer la ligne de repères multiple qui servira de référence. Et ensuite, vous allez indiquer un axe qui va servir d'alignement. Là, je vais prendre un axe vertical. Et comme vous pouvez le constater, toutes mes lignes de repères multiples ont été alignées. Comme pour toute annotation, la ligne de repères multiples bénéficie, elle aussi, des styles. Pour pouvoir accéder au style de ligne de repères multiples, vous cliquez sur la petite flèche qui se situe en regard de ligne de repères et vous tombez sur le gestionnaire des styles de ligne de repères multiples. Nous allons créer un nouveau style de ligne de repères d'après standard. Je sélectionne standard, puis je clique sur nouveau et je vais l'appeler LRM. Et je clique sur continuer. Dans format de la ligne de repère, je vais pouvoir choisir l'apparence de la ligne de repère, c'est-à-dire cette partie-là de l'élément. Vous pouvez choisir une ligne droite ou une spline ou rien. Mais dans le cas de rien, mieux vaut mettre un texte standard. Je passe la couleur sur du calque, comme le type de ligne et l'épaisseur de ligne. Dans pointe de la flèche, vous pouvez choisir le type de pointe de flèche que vous souhaitez. Les tailles sont toutes définies d'après la taille du texte. On peut tout redéfinir car dans ce style, il y a relativement peu de dimensions, mais il existe, comme pour la cotation, un système d'échelle qui vous permettra de réduire ou d'agrandir l'ensemble en une fois. Dans structure de la ligne de repère, dans contraintes, par défaut, une ligne de repère est définie par 2 points. Mais vous pouvez ajouter des points supplémentaires. Ça n'offre pas beaucoup d'intérêt, mais c'est possible. Et pour chaque segment, vous pouvez indiquer un angle fixe. Là encore, cela n'apporte pas forcément grand-chose, mais c'est possible.
Dans Paramètres de la ligne de guidage, vous pouvez demander à ce qu'elle soit inclue automatiquement. La ligne de guidage, c'est ce petit bout de trait qui relie la ligne de repère avec le texte. Vous pouvez aussi définir la distance de la ligne de guidage. Par défaut, elle est de 8. Elle est parfois un peu grande, vous pouvez la réduire de moitié. Dans Échelle, vous allez pouvoir spécifier l'échelle si vous trouvez que le style en lui-même est trop grand ou trop petit. Cela vous évitera d'être obligé de reprendre chaque dimension une par une. Dans Contenu, vous allez pouvoir indiquer si le type de ligne de repère multiple est un texte multiligne, comme ici, ou alors vous pouvez choisir bloc. Et si vous choisissez bloc, la ligne de repère sera associée à une forme géométrique que vous choisissez dans cette liste. Ça peut être un cercle, un rectangle, un cercle avec une seule information. À chaque fois, il y aura de toute façon une information qui est prévue pour un numéro. Je reprends texte multiligne. Dans style de texte, vous pouvez choisir le style de texte que vous voulez. Couleur de texte, on va passer en du calque. Et vous avez la hauteur du texte. On peut demander à ce que ce soit toujours justifié à gauche. Et vous pouvez aussi encadrer les textes. Dans Connexion à la ligne de repère, vous allez pouvoir choisir si l'association entre la ligne de repère et le texte est horizontale ou verticale. Dans le cas d'une association verticale, il n'y a plus de ligne de guidage. Et dans le cas d'une association horizontale, vous pourrez choisir la position de la ligne de guidage par rapport au texte. Lorsque vous avez terminé votre choix, vous appuyez sur OK et votre style est créé. Pour appliquer ce style, comme pour tous les styles, vous sélectionnez les objets concernés, puis vous allez dans la liste des styles et vous choisissez le style de ligne de repère qui vous convient. Les tableaux sont très importants en dessin technique. Il en existe de plein de sortes. Vous pouvez trouver le fameux cartouche qui va contenir les informations de référencement des dessins, le tableau de légende, le tableau de nomenclature, le tableau de surface et tout un tas d'autres. Il est donc indispensable de savoir créer des tableaux dans AutoCAD. Il y a un outil très pratique. Et cet outil, vous le trouvez dans l'onglet Annoter, dans la rubrique Tableau. Nous allons commencer par voir comment paramétrer et insérer un tableau simple. Pour cela, vous allez sur le bouton Tableau. Vous cliquez dessus et il va vous proposer un certain nombre de paramètres. D'abord, le choix du style de tableau que nous verrons un peu plus tard. Ensuite, il vous propose de commencer à partir d'une table vide, ce que nous allons choisir, ou à partir de liaisons de données ou de données d'objets. Ce sont des choses que nous évoquons dans d'autres formations. Vous avez un aperçu qui vous permettra de voir à quoi ressemblera votre tableau. Dans Type d'insertion, soit vous spécifiez le point d'insertion, et dans ce cas-là, vous indiquez le nombre de colonnes et la largeur de chaque colonne, ainsi que les rangées et hauteur de rangée, ou alors vous spécifiez la fenêtre, et dans ce cas, vous indiquez juste le nombre de colonnes et le nombre de rangées, qui peut être automatique, c'est-à-dire que AutoCAD va créer autant de rangées que nécessaire pour combler le rectangle que vous définirez. Je vais choisir spécifier le point d'insertion. Dans Paramètres des rangées des colonnes, je vais laisser 3 colonnes, je vais laisser la largeur de colonne par défaut, et dans Rangées, je vais lui indiquer 3 rangées. La hauteur des rangées est définie en hauteur de ligne de texte. Je vais laisser une. De toute façon, dans AutoCAD, il est impossible d'avoir du texte masqué. Si le texte ne tient pas dans la largeur de la cellule, automatiquement il passe à la ligne et la cellule s'agrandit. Dans Rangées, j'ai mis 3, mais en fait c'est un piège.
Dans AutoCAD, quand vous créez un tableau, il intègre automatiquement une rangée pour le titre et une rangée pour l'entête. Ce qui fait que si vous demandez 3 rangées, vous n'en aurez pas 3, vous en aurez 5. Et ensuite, on va indiquer les styles de cellules pour chacune des rangées. Par défaut, il y a 3 styles de cellules, le style de cellule de titre, le style de cellule d'entête et le style de cellule de données. On pourrait les changer, mais ici je vais les conserver tels quels. Et une fois que c'est fait, j'appuie sur OK. Je viens positionner mon tableau et il est prêt à être utilisé. Remarquez bien que quand le tableau est édité, c'est-à-dire quand le curseur est quelque part sur le tableau, vous voyez apparaître un système de repérage comme dans Excel, avec en colonne à gauche des nombres et en haut, au-dessus des rangées, des lettres. Ce qui veut dire que dans AutoCAD, on peut se repérer dans un tableau comme dans Excel. Si je clique par exemple sur cette cellule s'appelle C4. Une fois le tableau inséré, vous allez pouvoir le remplir. Par exemple, indiquer le titre du tableau. Et pour cela, il suffit soit quand vous avez cliqué sur une cellule, directement de taper le texte. Quand vous avez terminé, si vous appuyez sur Entrée, vous passez à la cellule suivante, de même si vous appuyez sur Tabulation. En dessous, vous avez la deuxième ligne qui sera la ligne pour les entêtes. Et ensuite, vous allez avoir les cellules de données. Chacune pourra bénéficier de son propre style de cellule. Une fois que vous avez mis en place les informations dans le tableau, vous allez pouvoir configurer le tableau. À savoir, quand vous sélectionnez le tableau, il y a plusieurs manières. D'abord, si vous cliquez sur le contour du tableau, vous avez accès à un certain nombre de poignées qui vous permettront de le redimensionner. Si vous cliquez directement sur une cellule, vous pouvez saisir du texte à partir de cette cellule. Vous pouvez avec les poignées modifier la cellule. Avec la petite poignée en losange, vous allez pouvoir dupliquer le texte de la cellule, comme ceci, comme dans Excel. Et vous avez ensuite accès au ruban cellule du tableau. Mais revenons aux poignées qui vous permettront de modifier le tableau. Il y en a un certain nombre. La poignée qui est en haut à gauche vous permettra juste de déplacer le tableau. Les poignées rectangulaires qui sont de part et d'autre du tableau vous permettent de rétrécir ou d'agrandir le tableau. Et les poignées carrées qui se situent entre vous permettront de régler la taille d'une cellule par rapport à une autre. Si vous en réduisez une, ça agrandit l'autre. Donc, si vous voulez réduire un tableau, il faudra commencer dans un sens et ne surtout pas le changer. Ensuite, vous allez trouver une poignée triangulaire à droite qui vous permettra d'agrandir ou de rétrécir les colonnes du tableau de manière proportionnelle. Et en bas, à gauche, vous trouvez une poignée qui vous permet d'agrandir ou rétrécir les hauteurs de ligne de manière proportionnelle aussi. La poignée qui est ici vous permet de faire les deux en même temps. Cette poignée-là, saut de table, vous permet de scinder le tableau en deux. Honnêtement, la majorité du temps, on n'en a pas besoin. Si vous voulez maintenant ajouter ou enlever des lignes ou des colonnes, c'est très simple. Si vous voulez ajouter une ligne, vous cliquez sur une cellule, peu importe laquelle, et vous allez pouvoir ajouter une ligne au-dessus ou en dessous ou supprimer la ligne courante. Et vous pourrez aussi insérer une colonne à gauche ou à droite ou supprimer la colonne complète.
À vous de voir. Là, je vais insérer en dessous et au-dessus. Et j'aimerais supprimer la ligne qui est là. Il n'y a pas besoin de sélectionner toute la ligne. Une cellule de la ligne suffit, puis supprimer la ligne. Évidemment, s'il y a des informations, elles seront aussi supprimées. Donc faites attention. Vous allez aussi pouvoir trouver des alignements et vous allez pouvoir trouver à cet emplacement les styles de cellules. Faites bien attention, souvent, il y a un bug d'affichage, vous ne voyez pas le nom des styles de cellules. Ce qui fait que si ça vous arrive, passez par la palette des propriétés, sélectionnez une cellule et vous aurez dans Cellules la possibilité de modifier le style de cellule et de choisir celui qui vous convient. Dernière chose, si vous voulez transformer plusieurs cellules en une seule, il vous faudra sélectionner ces cellules. Pour sélectionner ces cellules, vous allez faire un cliquer-glisser, comme ceci par exemple. Vous sélectionnez plusieurs cellules et vous allez dans Fusionner les cellules, choisir Tout fusionner, ce qui donnera ce résultat. Mais si vous avez fait une sélection comme cela, vous pourrez effectivement là encore tout fusionner. Vous n'aurez plus qu'une seule cellule. Ou alors, vous pourrez fusionner par ligne, ce qui peut être assez intéressant, ou par colonne. Là encore, cela peut être intéressant. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Vous avez terminé de remplir votre tableau, vous avez ajusté les colonnes et les lignes comme il faut, mais esthétiquement, c'est pas une réussite, il faut bien l'avouer. Dans AutoCAD, on ne fait pas des tableaux extraordinairement beaux, ce n'est pas du tout le but. Mais on peut le rendre un peu plus fun avec les styles de tableau. Pour cela, vous allez créer un nouveau style. Dans la rubrique tableau, vous cliquez sur la petite flèche Style de tableau. Puis, dans Style de tableau, on va partir de Standard et on va créer un nouveau style de tableau que l'on va appeler Nomenclature. Et continuer. Dans le style de tableau, vous trouvez d'abord dans Général, direction du tableau, en bas ou en haut. En fait, cela vous permettra de choisir, quand vous faites un tableau, s'il est positionné juste au-dessus du cartouche, il doit remonter. Et dans ce cas-là, on choisira en haut. Alors que le tableau standard, lui, aura la direction en bas. Titre en haut, en tête, puis ensuite les données. À côté, vous avez les styles de cellules. Vous allez trouver d'abord les 3 styles de cellules par défaut, titre, en tête et données. Mais vous pouvez créer et gérer les styles de cellules. Nous allons commencer par modifier le style de cellule données. Vous choisissez données et ensuite vous avez 3 onglets, Général, Texte et Bordure, qui vont permettre de configurer le style de cellule. Dans Général, vous allez trouver la couleur de remplissage, je vous conseille d'en mettre aucune, l'alignement, vous pourrez choisir les alignements horizontaux et verticaux en même temps. Ici, je vais choisir par exemple au milieu, au centre. Le format, par défaut c'est Général, c'est un format automatique qui reconnaît le texte par rapport à des nombres ou des chiffres. Mais vous pouvez choisir un format spécifique. Cela ressemble étrangement à de l'Excel, mais pas tout à fait quand même. Vous avez ici angle, date, devise, général, nombre décimal, nombre entier, point, pourcentage et texte. Et à chaque fois, pour chacun, vous pouvez configurer l'affichage de ce type d'élément. Si je choisis par exemple ici nombre entier, je vais pouvoir voir à quoi ressembleront les nombres entiers. Si c'est un nombre décimal, je pourrais choisir le nombre de chiffres après la virgule et tutti quanti. Je vais revenir à Général. Dans Type, il vous propose soit Données, soit Étiquette. La différence, vous ne la verrez pas, sauf si vous scindez un tableau en deux. Quand vous scindez un tableau en deux, toutes les cellules qui ont un style dans lequel le type
est étiquette sera répété en haut de chaque morceau de tableau. C'est valable pour le titre du tableau et pour les en-têtes, mais pas pour le reste. Tout le reste, on sera en données. Dans marge, vous allez trouver les marges intérieures des cellules, c'est-à-dire la distance qu'il y aura entre le contenu de la cellule et le contour de la cellule. 1,5 unité peut être un peu gros, je vais passer à 1. Comme en général, on va insérer les tableaux dans une présentation, on sera en millimètres. Il y a peu d'intérêt de mettre un tableau dans l'espace objet. Dans texte, vous allez pouvoir choisir le style de texte que vous souhaitez. Si vous l'avez oublié, vous pouvez le créer à cet emplacement. Puis, la taille du texte. Comme on est sur des données, je vais prendre une taille raisonnable, c'est-à-dire 3 mm de haut, ou 3 unités de haut. Couleur, on va passer en du calque, et on peut indiquer un angle au texte, mais là on va laisser à 0, on veut un texte horizontal. Dans bordure, vous allez pouvoir définir l'apparence des bordures, des contours, mais uniquement des cellules qui utiliseront le style de cellule donné. Je vais choisir ici du calque, du calque, du calque, et je vais considérer que pour toutes ces cellules, j'aurai les mêmes traits. Je clique sur toutes les bordures, mais je pourrais aussi ne définir que les contours, que les séparations entre les cellules, ou que le trait bas, gauche, haut, droite, ou rien du tout. Après avoir défini le style de cellule donné, on va pouvoir passer au style de cellule d'en-tête. Et on va recommencer le cycle. Je recommence sur Général, puis Texte, puis Bordure. Faites-le toujours dans le même sens de manière à ne pas oublier de configurer quelque chose. Couleur de remplissage aucune, alignement au milieu au centre, format général, type A. Là, on est sur un type étiquette puisqu'on est sur le style en tête. Et les marges, on va remettre 1 partout. Dans texte, on va laisser un texte à 4 unités de haut. Et dans bordure, on va faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire appliquer du calque à toutes les lignes de séparation de cellules. Et on va pouvoir terminer avec le titre. Toujours pareil, couleur de remplissage aucune, alignement au milieu au centre, format général, type étiquette, marge, ici je vais laisser des marges de 1,5, c'est le titre, et automatiquement, comme c'est le style de cellule titre, la case à cocher fusionner les cellules à la création des rangées colonnes est cochée. Cela veut dire que la ligne dans laquelle il y aura le titre sera une ligne avec une seule et unique cellule. Dans texte, je vais laisser la taille 6, dans couleur de texte du calque et pas d'angle pour le texte. Et pour les bordures, je vais choisir pour l'épaisseur une épaisseur un peu plus importante, 0,5, et pour le reste, du calque. Et je vais l'appliquer sur le contour. Vous le voyez apparaître au fur et à mesure dans l'aperçu du tableau. Une fois que tous mes styles de cellules sont définis, j'ai défini mon style de tableau. J'appuie sur OK, je fais fermer et je vais pouvoir maintenant appliquer ce style à mon tableau. Je sélectionne le tableau et dans la liste qui se situe dans tableau, je choisis mon style nomenclature et j'ai mon style de tableau. Si jamais vous avez besoin de cellules de données différentes, c'est-à-dire que vous aimeriez que toutes les données textuelles restent centrées, mais que les nombres, eux aussi, soient centrés. Or là, les nombres ne sont pas centrés. Eh bien, il va falloir que je crée un style de cellule pour les nombres. J'édite mon style de tableau. Je vais donc le modifier. Et dans style de cellule, je viens ici choisir, créer un style de cellule. Je vais l'appeler nombre.
Et je commence par données, puisque ce sera un type de données particulier. Dans Général, je vais avoir les mêmes paramétrages, sauf que dans Format, à la place de Général, je vais choisir Nombre décimal, et je vais indiquer que pour les décimales, je veux une précision de un chiffre après la virgule. Alignement, je vais choisir au milieu, au centre. Les marges, je garde les mêmes. Les textes, je garde la même chose. Les bordures, je garde la même chose. OK. Dans Style de tableau, je ferme. Et là, je vais appliquer mon style de cellule pour les nombres. Pour l'appliquer, je sélectionne les cellules concernées, et uniquement celles-là. Et je viens, dans Style de cellule, choisir le style de cellule que je viens de créer, nombre. Je clique, c'est fait. Je peux donc très simplement créer d'autres styles de cellules et les appliquer. Rappelez-vous que quand vous voulez appliquer un style de cellule, il est possible qu'il y ait un bug d'affichage. Si vous avez un bug d'affichage et que vous ne pouvez rien choisir car tout est illisible, vous passez par la palette des propriétés et vous pourrez, pour une ou plusieurs cellules sélectionnées, dans Cellules, choisir le style de cellule que vous souhaitez. Comment mettre en place des hachures? Premièrement, pour mettre en place des hachures, dans AutoCAD, il faut des formes fermées. Comme cela, aucun problème. Par contre, une forme comme celle-là va poser des soucis. Deuxièmement, on met les hachures sur un ou plusieurs calques différents du reste du dessin. Et je vous conseille fortement de toujours choisir pour les hachures un trait d'épaisseur très fine, comme par exemple du 0,09. Ensuite, pour pouvoir insérer les hachures, vous allez dans l'onglet Début, puis vous allez trouver le bouton Hachures. Ou alors, si vous préférez le raccourci clavier, vous appuyez sur H et Entrée. Une fois que vous avez lancé la fonction Hachure, un onglet du ruban spécifique apparaît, Création de hachures. Dans ce ruban, vous allez d'abord choisir la méthode pour créer des hachures. Soit choisir des points, qui vous permettra de cliquer dans une zone et AutoCAD va automatiquement remplir avec une hachure, soit faire une sélection. Si vous cliquez sur Choisir des points et que vous pointez une zone, AutoCAD va faire un aperçu de la hachure courante dans la zone que vous pointez. Évidemment, si cette zone est ouverte, il ne fera rien. Ensuite, dans Motif, vous allez pouvoir choisir un motif parmi un assez grand nombre de motifs. Il y a même des dégradés de couleurs. Mais faites attention, cela consomme énormément d'encre, et l'encre en impression, c'est ce qui coûte le plus cher. Vous avez aussi la possibilité de choisir solide, c'est-à-dire qu'il va remplir avec une couleur pleine, ou alors un certain nombre de motifs. Vous allez avoir les hachures ANSI, qui sont des hachures par matière, ou des hachures plus fantaisistes, et beaucoup de hachures plus fantaisistes. J'aimerais utiliser la hachure ANSI 31. Je clique dessus. Je pointe pour voir ce que ça donne. Ça me convient, je garde le motif. À côté, vous allez trouver un certain nombre d'outils. D'abord, à côté, vous avez motif qui vous permettra de choisir soit solide, soit dégradé, soit un motif. En dessous, c'est la couleur de la hachure. On est normalement sur du calque. Pas besoin de le changer. Et encore en dessous, on est sur le fond de hachure. Là, on va choisir aucun. On peut définir une transparence pour les hachures. C'est valable notamment quand on fait une hachure solide pour faire du zoning. Cela permet de zoner un espace tout en ne masquant pas les éléments qui pourraient apparaître dessous. Ensuite, vous pouvez changer l'angle de la hachure. Par défaut, les hachures ANSI sont avec un angle de 45 degrés.
Et en dessous, vous avez l'échelle de la hachure. Si vous trouvez que votre hachure est trop proche, vous pouvez mettre une échelle plus grande. Ce qui vous permettra d'avoir un résultat un peu différent. Si vous trouvez qu'au contraire, c'est trop espacé, vous pouvez mettre une échelle plus petite que 1. Dans ce cas-là, vous aurez une hachure beaucoup plus dense. À vous de voir. Faites attention quand les hachures sont trop denses. AutoCAD a tendance à faire un remplissage et à ne plus tenir compte de l'échelle. Et une fois que vous avez fait ces réglages, vous cliquez dans chacune des zones que vous voulez hachurer. Attention. Par défaut, ce que vous créez au sein d'une même session de hachure est un seul objet de hachure. Ça veut dire que si je clique sur n'importe laquelle des deux zones hachurées, eh bien, pour AutoCAD, c'est une seule hachure. Alors ça peut être intéressant pour faire des modifications, mais si vous avez des déplacements à faire et autres, ça va être une autre paire de manches. Pour éviter ce genre de problème, vous sélectionnez la hachure, elle s'édite, et vous allez dans Options, et vous cliquez sur Séparer les hachures. Dans ce cas-là, chaque zone hachurée devient indépendante. Si jamais vous essayez de hachurer un objet qui n'est pas fermé, vous aurez le résultat suivant. AutoCAD va vous dire impossible de déterminer un contour fermé, mais surtout il va vous montrer les endroits qu'il a détectés où il y a des trous. Cela vous permettra assez facilement de boucher ces trous pour pouvoir enfin hachurer la zone.